Il y a quelques dizaines d'années, Paul Rippon et d'autres paysans ont relancé la culture du taro à Hawaï. Pour les insulaires, ce tubercule est une plante mythique. Le taro n'est pas seulement un aliment, c'est une philosophie de la vie. Ce qui me plaît le plus avec le taro, c'est que c'est délicieux. Rien à voir avec les pommes de terre ou le riz. Le taro est savoureux même sans accompagnement. Pour planter du taro, il faut garder des pousses. Tous ceux qui nous aident pour la récolte reçoivent quelques pousses pour en cultiver chez eux. C'est l'usage chez nous. La plupart de ces anciennes variétés de taro hawaïen ont plusieurs centaines d'années. Ce sont toutes des clones d'ancêtres dont certains ont plusieurs millénaires. C'est une plante qu'on cultive depuis très longtemps. L'archipel volcanique a été colonisé il y a 2000 ans par des Polynésiens. Venus par la mer en suivant les étoiles, ils ont débarqué là, avec le taro. Sur les pentes des volcans, les temples et les lieux de culte rappellent l'époque lointaine où les îles étaient encore dirigées par des rois. Le taro est toujours cultivé sur ces terrasses ancestrales. Il faut mettre un peu d'eau. Pour le broyer, il faut taper fort. La préparation de la purée de taro, appelée pau pounding, est un rituel collectif. Autrefois, cette purée de légumes, très nourrissante et sucrée, constituait souvent la seule nourriture des insulaires. Pour les Hawaïens, le taro est comme un frère aîné. Si vous en prenez soin, eh bien, il prend soin de vous. Je suis le gardien du taro et la plante me nourrit. Nous sommes liés par un partenariat. Le taro appartient à tous et doit nourrir tout le monde. Il fait partie intégrante de la culture hawaïenne. Or, au printemps 2006, les insulaires apprennent qu'une variété génétiquement modifiée de leur légume national vient d'être brevetée. Pour eux, c'est une déclaration de guerre. Des centaines de manifestants protestent dans les rues d'Honolulu contre la commercialisation de leurs plantes. Le génie génétique se retrouve ainsi au cœur du débat politique. Et les Hawaïens apprennent que le taro n'est qu'une des nombreuses plantes soumises à des modifications génétiques et testées dans l'archipel. Il y en aura d'autres. Des plantes modifiées génétiquement ne résoudront aucun de nos problèmes. Aucun paysan n'en veut. Les scientifiques poursuivent leurs recherches au cas disent-ils, où nous en aurions besoin un jour. Mais nous n'en aurons jamais besoin. Quelques kilomètres plus loin, le sol volcanique est couvert de plantations de papayes. Depuis quelques années, ces fruits comptent parmi les produits les plus exportés de l'archipel. Pourtant, il y a 10 ans à peine, les plantations ont bien failli disparaître, ravagées par un virus. Il n'en fallut pas plus pour aussitôt stimuler la croissance d'une branche d'un autre genre, la branche biotechnologique. Denis Gonzalez, directeur du Centre de recherche agronomique de Big Island, est considéré comme le sauveur de la culture de la papaye. Son équipe a réussi à modifier génétiquement la papaye locale afin qu'elle résiste à l'agent pathogène. Plus de la moitié des planteurs du sud de l'île cultivent aujourd'hui la papaye rainbow résistante au virus. Pour avoir mis au point les premiers fruits et arbres génétiquement modifiés au monde, le chercheur et son équipe ont obtenu en 2003 le prix Humboldt pour l'agriculture. D'emblée, j'ai été convaincu que cette technologie pourrait théoriquement rendre la papaye résistante au virus sans modifier son apparence ni sa saveur.
En tant que virologue et pathologiste, cette découverte a été un tel succès que j'ai décidé de poursuivre dans ce domaine. Pour rendre la papaye résistante, nous avons implanté un infime segment du gène viral dans le génome de la papaye. Les planteurs se sont remis à cultiver leurs champs abandonnés. Le paysage a changé, les plantations s'épanouissent, une nouvelle variété de papaye pousse. Dans le laboratoire du centre de recherche hawaïen de Honolulu, l'équipe de Denis Gonçalves développe de nouvelles plantes transgéniques, du café, des ananas, de la canne à sucre et du taro. Le centre est spécialisé en plantes tropicales. La biologiste Maureen Fitch, spécialiste de la culture cellulaire, a participé à la création de la papaye Rainbow. À présent, elle développe une nouvelle génération de papayes qui doit résister à un maximum de virus apparaissant à travers le monde. Nous utilisons l'embryon de la semence de la papaye, car il a un plus grand potentiel pour générer d'autres embryons auxquels nous inoculons le gène codant. Nous avons réuni de façon synthétique une vingtaine de virus ring spot du monde entier. Nous inoculons cette séquence à la papaye en espérant qu'elle résistera à ces 20 virus. Nous ne savons pas si ça va marcher. Nous devons encore procéder à des tests. En tout cas, c'est palpitant. Cas distille, pour le gardien du tarot et la plante me nourrit. Génétiquement, ne résout cette découpe. En espérant qu'elle résistera à ces 20 virus. C'est palpitant. Hawaï n'est pas seulement un site de rêve pour les vacances. Après le succès spectaculaire de la papaye Rainbow, l'archipel est devenu le plus grand site d'expérimentation de plantes transgéniques du monde. Les îles offrent des conditions idéales, une profusion de terres en friche, un sol très fertile, un climat idéal autorisant plusieurs récoltes par an. Et, sait-on jamais, si les choses devaient mal tourner, le continent le plus proche se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Alors que le centre de recherche hawaïen et l'université d'Hawaï se spécialisent dans l'optimisation de fruits et de légumes tropicaux, les multinationales de la biotechnologie comme Monsanto, DuPont et Syngenta testent de nouvelles variétés des légumes les plus demandés sur le marché mondial. Ils ont déjà réalisé plus de 4000 tests avec des variétés transgéniques de maïs, de soja et d'autres légumes. L'industrie biotechnologique a fait d'Hawaï un laboratoire à ciel ouvert. La façon dont les OGM vont marquer nos vies et l'avenir de la planète se décide ici. Thor Valenzuela, expert agronome à l'université d'Hawaï, conseille les paysans et récolte des données sur les méthodes de culture traditionnelles de l'archipel. Il s'est toujours montré très critique à l'égard de la propagation de variétés transgéniques. Au début, il était seul. La plupart de ses collègues avaient peur de critiquer les puissantes multinationales. Elles sont devenues les plus grands pourvoyeurs d'emplois à Hawaï. Et elles soutiennent la recherche sur les îles isolées. Il y a beaucoup trop de paramètres inconnus. On a introduit des gènes étrangers dans des plantes locales millénaires et nous ne savons pas comment ces gènes vont réagir. Si on répand des produits chimiques, ils finissent un jour par disparaître. Mais il n'en va pas de même avec les organismes génétiquement modifiés.
Une fois qu'on les introduit dans la nature, ils y sont pour toujours. Si dans 10 ans on découvre que ces OGM provoquent des catastrophes environnementales ou des maladies, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Chuck Burner est lui aussi directement menacé par les prouesses de la génétique. Il cultive ses terres sur la côte est de Maui depuis 40 ans. Il est spécialisé dans les fruits et légumes biologiques. Toutefois, si ses papayes bio se croisaient un jour avec une variété transgénique, sa ferme perdrait irrémédiablement son label bio et ses clients. Les arbres sauvages sont déjà infectés et ça se répand lentement dans l'île. Bien qu'on soit installé à 2 heures de toute habitation, les touristes en vadrouille répandent les graines des papayes qu'ils consomment. Celles-ci donneront des arbres qui infecteront les papayes sauvages, qui à leur tour infecteront mes arbres. Ça va être difficile de cultiver bio dans les années qui viennent. J'ai peur. On viole mes droits les plus fondamentaux. Je ne pourrai plus cultiver ni consommer de papaye bio. D'autres gens sont touchés aussi. Mais ça me concerne au premier chef, car mon existence dépend de la culture de la papaye bio. Chuck Burner cultive 40 fruits différents. Il a opté pour la diversité et non pour la monoculture. Les résultats lui donnent raison. Il réussit à écouler tous les produits de sa culture. Il est aidé par sa mère, originaire d'Allemagne, par son épouse et par son fils. Il vend la plupart de ses fruits sur les marchés locaux et à certains hôtels. Ces plantations ont rarement été touchées par le virus Ring Spot. Les grandes plantations de monoculture sont beaucoup plus vulnérables aux agents pathogènes. On dirait une forêt, mais c'est une forêt d'arbres fruitiers. Il y a des fruits et des noix. Les fruits de tous ces arbres sont comestibles. C'est comme pour l'homme. Pour sa santé, il doit consommer différents fruits, légumes et noix. Et bien de la même façon, les arbres poussent bien mieux quand ils sont entourés d'autres espèces. Aucune espèce ne prédomine, les arbres sont mélangés. C'est ça qui leur donne de la force, qui les fait pousser si bien, qui leur fait produire des fruits savoureux. Dans le centre de recherche agronomique d'Honolulu, on prépare le canon à gènes. De minuscules particules de tungstène doivent faire passer du matériel transgénique dans une culture cellulaire d'embryons de papaye. Pour Maureen Fitch et ses collègues, intervenir ici, à la base même de la vie, cela relève de la routine. Afin de produire le prototype d'une papaye encore plus résistante au virus, les chercheurs vont bombarder des millions de cellules de papaye dans la chambre vide de l'appareil. Les nanoparticules, enrobées du matériel génétique, sont propulsées par un canon à air comprimé. La séquence génétique étrangère doit percer la membrane cellulaire et s'insérer dans le chromosome. La construction génique a été au préalable faite sur mesure par les biologistes moléculaires. Le gène du virus est originaire de la membrane du virus Ring Spot. Les gènes marqueurs servent à repérer les cellules de la papaye ayant adopté la transgénèse. Quant au promoteur, c'est ainsi qu'on appelle la séquence d'ADN prélevée sur un autre virus, il active le nouveau gène codant dans le patrimoine génétique de la cellule végétale. Nous utilisons des millions de billes de tungstène et des millions de cellules. Et nous espérons qu'une de ces billes pénétrera dans le chromosome afin de produire la plante résistante. C'est comme jouer au loto ou chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est très difficile à accomplir. Quand ça marche, c'est comme remporter le gros lot à Las Vegas. Après le bombardement, les cellules de papaye sont plongées dans un bouillon de culture. Les cellules dont le patrimoine génétique a été modifié prennent une couleur bleue
Cette réaction est le fait d'un des gènes marqueurs. Les cellules transgéniques sont ensuite utilisées pour obtenir des pousses de papaye. Une fois que la séquence virale est intégrée au génome de chaque cellule, la plante devient résistante aux agents pathogènes. Comment fonctionne le mécanisme de défense de la plante? Il a fallu du temps aux scientifiques pour le comprendre. Chaque cellule porte en elle le gène résistant au virus. Lorsque l'agent pathogène pénètre dans la plante et tente de se multiplier, le gène résistant l'en empêche. En fait, la plante dévore le virus. Elle le tue. Elle lui résiste. Lorin Pang dirige le service de l'hygiène publique sur l'île Maui. Selon lui, les risques que comportent les plantes transgéniques n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes. Lorin Pang est reconnu par la profession. Il a reçu de nombreux prix scientifiques et a travaillé comme chercheur et conseiller auprès de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Aujourd'hui, il milite activement contre la propagation des plantes transgéniques à Hawaï. La séquence qu'ils insèrent dans le génome des plantes n'a rien de naturel. Ce processus ne se présente jamais dans la nature. Il ne s'agit pas d'une simple mutation, mais d'une mutation à partir d'une espèce étrangère. Vous avez le promoteur, le gène codant et les marqueurs. Le promoteur n'a rien de naturel. Il a été sélectionné dans le patrimoine génétique d'un virus. Il est toujours actif et surtout il peut se transmettre à un tas d'espèces. Si vous consommez ce fruit, le promoteur et le gène codant peuvent très bien pénétrer dans vos cellules et vos chromosomes. Comme le promoteur est toujours actif, il peut activer certains gènes. Il faut savoir que 98% de nos gènes sont silencieux et que certains gènes doivent absolument le rester. Si on les active, ils peuvent provoquer des cancers. Il vaut donc mieux ne pas les activer. Nous espérons que les tests ont été suffisamment rigoureux pour démontrer que cette technologie est sans danger. Les bébés qui pourraient présenter des défauts imputables à une surconsommation par leurs parents des produits en question ne sont pas encore nés. Cette technique est trop récente pour ça. Il n'empêche que dans l'état de nos connaissances actuelles, ces matériels ne présentent aucun risque. Monsieur Travik, un scientifique norvégien, a été engagé pour tester ces aliments. Il a servi à des rats ces fruits porteurs de la construction génique et du promoteur actif. En l'espace de 2 heures, la construction génique avait pénétré dans les cellules de l'estomac des rats et le promoteur était actif. Le promoteur produisait des gènes marqueurs et 6 heures plus tard, ils avaient atteint les ganglions lymphatiques et se retrouvaient dans le sang des rats. Il a également fait le test en culture avec des intestins humains et il a démontré que ces gènes pouvaient pénétrer dans les cellules de l'homme et être actifs. Toute nouvelle technologie comporte des risques, disent les spécialistes. Mais la structure de base de la vie n'a jamais subi de transformation aussi fondamentale, sans qu'on en connaisse pour autant les conséquences à long terme sur l'organisme. Une fois par semaine au moins, Chuck Berner se consacre à son passe-temps favori. Pour cet homme de 61 ans, le surf est un élixir de jouvence. Glisser sur les vagues préserve sa jeunesse et sa santé. Il en est convaincu. Il n'y a pas mieux. Le surf, c'est ma vie. Si je cultive des fruits, c'est pour pratiquer le surf. Ça purifie l'esprit et l'âme. Chaque minute, je suis reconnaissant de vivre. Relativement isolée, la côte orientale de Maui est encore préservée. En compagnie d'autres cultivateurs et de citoyens inquiets, Chuck a proclamé une zone interdite aux plantes transgéniques afin de limiter la contamination de l'île. Hana est un coin unique, complètement isolé. Cette région profite de pluies abondantes et d'un ensoleillement idéal.
L'air, l'eau et la pluie ne sont pas pollués. C'est un endroit idéal pour cultiver des fruits et des légumes. On peut tout faire pousser ici. J'ai l'impression que ma famille vit le rêve de nombreux êtres humains. On pourrait presque se sentir mal d'être aussi heureux. Mais nous préférons être heureux et profiter de la chance que nous avons. Salut, comment allez-vous? J'ai eu de très belles vagues. Chuck emploie jusqu'à une dizaine de saisonniers. Il a rapidement compris que la demande de produits bio allait augmenter. Pas seulement à Hawaï, mais en Californie, marché le plus important des fruits hawaïens aux États-Unis. Une minorité croissante privilégie la santé et choisit des produits biologiques. Chuck espère que qualité et diversité s'imposeront de plus en plus. Ce débouché est très prometteur pour les producteurs hawaïens. Il y a la banane rouge, la banane bleue, aussi appelée banane crème glacée. Il y a la banane chinoise, la banane des Philippines. La variété locale s'appelle banane pomme. J'aime cette diversité. Les bananes poussent bien ici. Autant cultiver toutes les variétés du monde et ne pas se limiter à une seule. Les grandes plantations cultivent une seule variété pour approvisionner le continent. J'aimerais qu'il y ait plus de cultivateurs bio. Tout Maui devrait être bio. C'est mon rêve. De l'autre côté de Maui, c'est un autre genre de rêve qui a pris le dessus. Les champs accueillent d'immenses plantations de plantes transgéniques. L'air de rien, la société Monsanto produit ici des semences pour le monde entier, dont quelques 400 espèces de maïs adaptées aux différentes zones climatiques de la planète. Le pollen de chaque variété est recueilli dans des sachets en papier. Il sera répandu sur les fleurs d'une variété lointaine afin de produire une plante hybride plus résistante. Chaque variété convient à une région spécifique. Et toutes ne produisent qu'une seule récolte. Pour la suivante, le paysan doit racheter des semences à Monsanto. Paul Keller est le directeur de Monsanto Hawaï et le porte-parole des producteurs de semences de l'archipel. Il est très prudent avec les médias, car il sait que son entreprise est très critiquée. Monsanto détient la plupart des brevets sur les plantes transgéniques. Cette hégémonie lui vaut de faire souvent les gros titres des journaux. Ici à Hawaï, nous pouvons produire 3, voire 4 générations par an. Aux États-Unis et en Europe, nous n'obtenons qu'une seule récolte. Ici, nous raccourcissons la production du maïs par 4, ce qui nous permet d'approvisionner plus rapidement le marché mondial. D'autres pays offrent les mêmes conditions climatiques favorables pour produire plusieurs récoltes annuelles. L'avantage d'Hawaï, c'est que l'archipel dispose du même cadre légal que les États-Unis. C'est une région politiquement stable. Ici, notre activité est protégée par les lois en vigueur aux États-Unis. L'industrie biotechnologique profite à Washington de la protection d'hommes politiques influents qui soutiennent que le progrès, c'est l'avenir. Les sociétés comme Monsanto peuvent même agir en secret. Elles ont le droit de tester dans la nature des organismes transgéniques non agréés, comme des plantes dont la teneur en huile a été modifiée ou qui possèdent d'autres propriétés ajoutées. Avant d'être cultivée à Hawaï, toute nouvelle plante transgénique est soumise à des tests rigoureux, dans des serres, par des agents du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cela pour s'assurer qu'elle ne comporte aucun risque pour la flore et la faune d'Hawaï. Il est clair que les opinions divergent dans le milieu scientifique. Mais lorsqu'on analyse toutes les données disponibles, il apparaît que les variétés qui ont été agréées et qui sont cultivées à Hawaï offrent toutes les garanties et qu'il n'y a pas lieu de céder aux inquiétudes de certains.
Lorsque le ministère de la Santé analyse les tests réalisés par ces sociétés, il réalise qu'aucun OGM n'a jamais été testé sur l'être humain. L'Organisation mondiale de la santé a décrété en 2004 les tests sont insuffisants pour affirmer que ces produits modifiés sont nuisibles ou pas. Les données disponibles ne suffisent pas. C'est l'inconnu le plus total. Malgré l'absence de tests de longue durée, les produits alimentaires génétiquement modifiés envahissent les supermarchés américains. Le puissant lobby de la biotechnologie a réussi à obtenir pour les ingrédients transgéniques l'appellation bioéquivalent. Aux États-Unis, ils ont donc la même qualité que les aliments produits naturellement. Grâce à cette classification, les sociétés sont dispensées de procéder à des tests pour vérifier leur nocivité pour l'être humain. Et les producteurs qui utilisent des OGM sont, eux, dispensés de le signaler sur les emballages de leurs produits. Si jamais des effets nocifs devaient apparaître, il serait impossible de retrouver les OGM responsables. La National Academy of Science, une institution scientifiquement plus sérieuse que la Food and Drug Administration, vient de publier un document qui expose toutes les façons de modifier une plante. Ici en haut, la façon la plus commune, le croisement. Ici en bas, la modification génétique la plus radicale. Et horizontalement, la probabilité d'effets involontaires sur la santé. Avec la méthode transgénique, ces risques sont très élevés. Ce n'est pas fondé sur des données disponibles, puisqu'elles n'existent pas, mais sur des expériences faites sur des animaux et sur l'analyse des produits eux-mêmes. Le magazine prévient que les OGM comportent des risques. Et donc, l'argument de bioéquivalence ne tient pas. L'île de Molokai. Éloignée des circuits touristiques et offrant peu d'intérêt pour l'agriculture, elle a longtemps été l'une des îles les plus préservées de l'archipel. Entre-temps, Monsanto a investi l'île voisine de Maui pour y exploiter des champs de production de semences et des parcelles d'expérimentation pour les nouvelles plantes transgéniques. Walter Wright défend les intérêts des insulaires. Avec l'aide d'un groupe de militants, il organise des mouvements de protestation contre l'accaparement de l'île par des sociétés comme Monsanto et contre les activités de l'industrie biotechnologique à Hawaï. Par le passé, certaines sociétés ont même mené des expériences avec des plantes transgéniques dont certaines substances étaient utilisées par l'industrie pharmaceutique, comme des hormones pour le traitement de différentes maladies. La culture de ces plantes hautement actives a provoqué une vive émotion. Nous ignorons ce qu'ils trament. Nous ignorons si leur objectif est de produire des substances pharmaceutiques, s'ils inoculent des insecticides ou des bactéries dans les plantes. Il nous est impossible de le découvrir. Ils ne révèlent rien et aucune loi ne nous permet d'exiger des éclaircissements. C'est le grand mystère et nous avons peur. Il faut interdire ça sur Molokai. Les lois protègent uniquement leurs droits et leurs semences. Ils n'ont même pas l'obligation de nous informer. Ça ressemble à un acte de guerre. Ils empoisonnent mon peuple, mes terres, mon pays. Nous coopérons avec les agents des ministères concernés. Ils supervisent tous nos travaux. Pour ce qui est du public, nous l'informons de façon très générale sur les travaux que nous menons ici et sur les mesures de sécurité que nous mettons en place. En revanche, la localisation exacte des plantations reste confidentielle, afin notamment de garantir leur protection. Plusieurs plantations jouxtent des zones habitées. Un lycée et une crèche se trouvent à quelques mètres d'un champ transgénique. Ces plantes non agréées peuvent très bien s'introduire dans la chaîne alimentaire et nul ne sait quelles en seront les conséquences. Ils n'ont pas à faire ça à côté de nos parents et de nos enfants. Ces gens sont irresponsables. Toutes ces plantes sont testées ici. Or, des tests, ça doit se faire en laboratoire. Ils n'ont pas le droit de nous utiliser comme cobayes. Toutefois, ce n'est pas la culture de semences transgéniques qui a fait la une des journaux. En avril 2006, lorsque les Hawaïens apprennent que le taro, leur plante sacrée, a été génétiquement modifiée,
et, comme telle, brevetée, la résistance de quelques militants se transforme en soulèvement général. Que des gens et des sociétés s'approprient et commercialisent une plante qui a de tout temps appartenu à la communauté est considérée comme une attaque contre la culture hawaïenne. Ces bruyantes manifestations dans les rues d'Honolulu et sur le campus de l'université surprennent tout le monde. Personne ne s'attendait à voir les paisibles Hawaïens réagir de façon aussi virulente. Et pour protester contre la complicité de l'université qui a fait breveter les résultats de ses recherches, les manifestants mettent des chaînes aux portes de plusieurs facultés. Vous n'avez pas le droit d'accaparer notre tarot. C'est aussi simple que ça. Et ça devrait suffire à vous faire renoncer à ces brevets. La direction de l'université réagit aussitôt. Elle comprend qu'en s'obstinant, elle risque de provoquer une révolte générale. Elle proclame un moratoire en promettant aux manifestants de satisfaire à leurs demandes. En empêchant la révolte, le chercheur Steve Ferrara et ses collègues veulent surtout empêcher que la croissance de la jeune branche du génie génétique soit compromise à jamais sur l'île. Pour apaiser les écologistes, nous avons accepté de repousser nos travaux sur le tarot hawaïen. Mais nous n'y renoncerons pas. Nous remettons à plus tard, afin d'engager préalablement le dialogue avec la communauté et tenir compte de leur position. Paul Rippon, le cultivateur de tarot, se réjouit de constater que de plus en plus d'Hawaïens se méfient de la biotechnologie. Ils s'en méfient à cause des risques inconnus dus à la manipulation génétique, mais aussi parce que si le tarot, leur plante ancestrale, est commercialisé, toute leur culture s'en trouvera perturbée. Si la pousse de tarot ne peut plus être transmise en cadeau sans contrevenir aux droits du détenteur du brevet, les traditions culturelles vont s'étioler. Breveter le tarot est profondément injuste. Les Hawaïens ont mis des millénaires à en perfectionner les différentes variétés. Les brevets sont l'antithèse de ce que font les paysans. Ils devraient être abolis. Breveter des plantes de culture devrait être interdit. Cette affaire ne va rien changer pour moi. En tant que cultivateur, j'ignorerai le brevet. Je cultiverai ce tarot breveté et je continuerai à offrir des pousses à qui je veux. J'ignorerai totalement les droits du brevet. Et si on veut me jeter en prison, qu'on le fasse. Ce sera plutôt comique de se retrouver en prison pour avoir cultivé des légumes. Cette technologie a modifié les règles du jeu, pour ainsi dire. Cette technologie coûte très cher à mettre en œuvre. Mais il est logique que les chercheurs et les gens qui financent ces travaux cherchent à récupérer une partie de leur investissement. Le brevet est un moyen de le faire. Certains scientifiques font preuve d'une grande créativité. Ils ressemblent à des artistes penchés sur leur œuvre. Et ils veulent être reconnus. Parfois, la récompense peut être financière. C'est une insulte à notre culture de nous dire qu'il faut désormais payer des royalties sur ce légume qui nous nourrit. Nous ne pourrons plus le transmettre, ce ne sera plus possible. Il va falloir qu'on paye. Commercialiser le tarot, c'est tout simplement de la folie. Habitants de Molokai, êtes-vous prêts pour les Jeux Makaiki? La grande fête Makaiki réunit les Hawaïens de souche de Molokai. Leurs chants célèbrent leur attachement ancestral à la nature et préservent autant qu'ils peuvent une culture sur le point de tomber dans l'oubli. L'entretien des traditions est aussi une façon de protester contre la domination mercantile et culturelle américaine. Autrefois, les missionnaires et les colons blancs se sont emparés de l'archipel. Aujourd'hui, d'autres colons veulent privatiser le patrimoine génétique des organismes vivants. Ces 150 dernières années, l'agriculture industrielle a eu de nombreuses conséquences négatives.
Les terres cultivées sont devenues impropres à la culture. Les terres étaient aux mains de quelques propriétaires seulement, ce qui provoquait d'immenses inégalités. Nous devons abandonner les grandes plantations et opter pour une culture biologique adaptée à chaque village. Pour maintenir la richesse de nos communautés rurales, il faut favoriser les petites exploitations biologiques qui produisent des fruits et des légumes de meilleure qualité. Pour l'instant, l'archipel hawaïen est toujours dominé par les grandes plantations de monoculture, mais l'industrie de l'ananas et même celle de la papaye sont en crise. En dépit du génie génétique, les papayes Rainbow, made in Hawaii, ne peuvent pas rivaliser avec les fruits bon marché d'Amérique centrale. De plus, le Japon, premier importateur de papayes hawaïennes, interdit l'importation de fruits ou légumes transgéniques. Pour Denis Gonzalez, c'est un coup rude. La biotechnologie détruit peut-être les agents nuisibles, mais elle détruit aussi l'exportation. Nous espérons que la papaye sera bientôt autorisée à entrer au Japon. De plus en plus de pays suivront l'exemple de l'Inde qui a assoupli ses lois et autorise l'entrée de certains fruits et légumes transgéniques interdits il y a encore 5 ans. De plus en plus de pays finiront par accepter les produits transgéniques. Pour relancer l'exportation, les Hawaïens cultivent à nouveau des espèces naturelles de papaye. Toutefois, le Japon exige des garanties sur la provenance des fruits. Tous les arbres sont analysés afin que soit garantie leur pureté génétique. Les paysans bio n'échappent pas à la règle. Pour pouvoir exporter leurs produits à l'étranger, désormais, ils doivent également montrer patte blanche. Denis Gonzalez persiste toutefois à penser que les deux cultures peuvent se côtoyer sans risque. À Hawaï, des papayes transgéniques sont cultivées à côté de papayes non transgéniques. 60% des papayes de Puna sont transgéniques et 40% ne le sont pas. Certains cultivent d'ailleurs les deux variétés. Je pense que les producteurs bio testent leurs arbres pour vérifier s'ils sont transgéniques. La cohabitation est donc possible. Ce n'est pas possible. C'est carrément impossible. La seule façon de coexister, c'est sur des îles différentes. Je suis du genre à dire pas sur mon île. Comme ça pourrait fonctionner. Pourquoi suis-je obligé de tester mes arbres? Tout ça parce qu'ils ont commis des erreurs et que tous les arbres non transgéniques ont été infectés. Pourquoi je devrais en faire les frais? C'est à eux de le faire, car ce sont leurs arbres, leurs semences et leurs pollen qui vont contaminer mes arbres. Leur argument, c'est qu'ils ne sont pas maîtres du vent. Si mes arbres sont infectés, c'est presque ma faute. Et je suis donc contraint de les faire tester. C'est pas correct, ça. Les producteurs de café de Big Island ont tiré les leçons de cette mésaventure et ont pris les devants. L'association des producteurs de café de la région de Kona a empêché l'université de Hawaï de procéder à des tests en plein air avec des variétés de café transgéniques afin d'éviter toute contamination. Chuck Berner soutient cette initiative. Une grande partie du café étant exporté en Europe, une contamination transgénique ferait perdre ce marché capital. Nous tenons ce marché, nous leur vendons un merveilleux café. Les Européens adorent la saveur de nos grains. Si nous produisons un café qui déplaît aux Européens, ou qui serait légèrement contaminé par une variété transgénique, ça reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Ce serait une erreur monumentale. Aujourd'hui, la biotechnologie suscite beaucoup de craintes. On l'a dit, très dangereuse. Ne perdons pas de vue que cela fait 10 ans maintenant que l'on plante des variétés transgéniques aux États-Unis et dans le monde entier. Et qu'aucune étude scientifique n'a démontré que des produits transgéniques avaient nui à l'environnement ou rendu malade un être humain. Que remarquons-nous depuis 8 ans? Rien du tout. C'est faux.
Nous constatons une augmentation des asthmes graves, surtout chez les filles, ainsi qu'un accroissement des prématurés, de certains cancers, des troubles nerveux et des troubles de l'attention. Alors on nous rétorque qu'on ausculte davantage et que ces troubles n'ont pas augmenté. Pas si sûr. L'augmentation du diabète chez les adolescents est flagrante. On dit que c'est l'obésité. Nous avons toujours eu des ados en surpoids, mais jamais autant de diabétiques. Nous constatons beaucoup de désordre. Mais on ne peut rien prouver puisque les OGM ne sont pas signalés sur les emballages. Seule une poignée d'Hawaïens lutte activement pour l'avenir de notre alimentation de base. Mais depuis que les manigances de l'industrie biotechnologique éclatent au grand jour, le malaise et les critiques augmentent. Paul Rippon espère que les expériences transgéniques qui sont menées à Hawaï ne nuiront pas à ses petits-enfants. De plus en plus de chercheurs sont au service des multinationales, dont le seul objectif est de faire un maximum d'argent. Tous les fruits et légumes sont sacrés. Le taro est sacré pour les Hawaïens. Si les Hawaïens obtiennent gain de cause en mettant en avant la défense de leurs valeurs culturelles, ils serviront d'exemple à d'autres pays. Peut-être stopperont-ils ainsi l'avancée des OGM, de l'hybridation et de la recherche génétique contrôlée par les multinationales.